Le droit de l'étranger jusqu'où? C'est la deuxième vidéo. Dans la première, j'avais placé un peu, on va dire, le décor de ce thème. Jusqu'où sommes-nous prêts à accueillir l'étranger? Et la question sur laquelle j'avais comme une transition entre la vidéo d'avant et celle de ce matin, sur laquelle je vous avais euh, invité non seulement à réfléchir, mais à réfléchir sur votre façon de vivre l'étranger avec une actualité qui est des plus dramatiques, hein, en ces jours-ci encore, voilà, des, des migrants qui ont tenté de trouver une terre à plus, on va dire, alléchante pour eux, ont chaviré et ont perdu la vie. Euh, et nous sommes toujours en train de réfléchir sur la question comment accueillir l'étranger. Et je disais que si le processus d'appartenance se fait par l'intégration ou par l'adhésion, est-ce que cela implique le renoncement à notre identité préalable, hein, lorsque l'étranger euh, vient à nous, vient sur un territoire donné? Car une vraie préoccupation demeure. Et quelle est cette préoccupation-là? C'est, et c'est en lien avec la vidéo d'avant, hein. La question aujourd'hui de nation, la nation n'est pas simplement, euh, enfin le concept de nation n'est pas forcément euh, identifié par un processus, on va dire, d'appartenance par la naissance, hein. On n'est pas nation simplement avec tous ceux qui sont nés sur un territoire. On est aussi une nation avec tous ceux, même qui n'étant pas nés sur le territoire, ont fait à un moment donné la démarche de vouloir appartenir à cette nation-là. Donc, aujourd'hui, c'est comment être une nation, c'est-à-dire une communauté de valeurs, si ceux qui la rejoignent doivent y apporter leurs propres valeurs, hein. Et j'ai dit ici que la réflexion, c'était plus comment accueillir l'étranger, pas forcément en termes de nation simplement, mais aussi l'étranger qui vient à nous avec sa culture, puisque parfois dans les questions euh, de l'étranger, de l'immigré, la question de son apport culturel aussi se pose. Alors, c'est comment être une nation, comment être une communauté de valeurs, si ceux qui la rejoignent doivent y apporter leurs propres valeurs. Et Alain Touraine, dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, hein, il pose cette question en disant comment reconnaître les droits culturels, le droit de chacun d'agir individuellement et collectivement, conformément à ses valeurs, à ses croyances ou à ses propres principes personnels d'organisation de la vie collective. Et on voit bien que le débat souffre clairement de quelques difficultés. Voilà, c'est tout l'intérêt même du débat parce que accueillir l'étranger, vivre à l'étranger, en fait, ça devait être naturel. Mais parfois, on se confronte à un certain nombre de réalités. Aussi, le débat dont je vous ai parlé, l'ouvrage dont je vous ai parlé, qui est un peu, enfin, qui est celui et qui a, qui a retranscrit ce débat-là, hein, ce débat montre clairement que ceux qui souffrent le plus, ce ne sont pas tant les étrangers venus d'ailleurs et installés en France, qui ont fini par être naturalisés, mais ceux qui, tout en naissant sur le territoire, se développant dans la pensée française, sont traités d'étrangers et qui vivent le sentiment qu'ils doivent faire encore la preuve de leur appartenance. Donc vous voyez que la question de l'étranger est une question à multiples facettes. Euh, il y a ceux qui sont des immigrés, parfois on parle des immigrés de première génération, de seconde génération, et puis il y a les enfants d'immigrés qui sont nés sur ce territoire. Donc de fait, leurs parents devenus français, donc naturalisés, qui ont fait cette démarche d'adhésion à cette nation. Je parle de la France parce que le débat et le livre que j'ai recensé parlent de la France, mais comme je l'ai dit, on aurait pu parler aussi de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, d'un autre pays, hein, dans le monde entier, parce que la question se pose partout, c'est une question universelle. Euh, donc, par rapport à ce débat en France, en tout cas, et qui nous intéresse, puisque le livre que j'ai recensé a organisé ces conférences-là dans une église protestante réformée, à Paris, le Temple de l'Étoile. Et c'est pour cela que je me saisis de cette question
pour continuer ma réflexion. Hein, c'est une recension que j'ai faite il y a bien longtemps, mais qui anime aussi mes réflexions dans ce sens-là. Et donc, il disait que ceux qui souffrent le plus de cette question de l'étranger dans sa valeur culturelle, ce ne sont pas ceux qui ont immigré et qui ont fini par être naturalisés. Ce sont plutôt les enfants de ces immigrés qui sont nés sur le territoire français, donc qui appartiennent à cette nation par naissance et qui, en plus d'être nés ici, se sont développés dans la pensée française, donc qui ont été éduqués, comme on le dit, à l'école de la République, qui ont grandi avec les valeurs de cette France et qui sont quand même traités d'étrangers et qui vivent le sentiment qu'ils doivent faire encore et toujours la preuve de leur appartenance à cette nation. Alors, il faut cependant relever que dans cette tentative de définition, l'étranger a été défini dans ce débat, et c'est François Bayrou qui le définit comme ça dans ce débat-là. Je vous rappelle que ce débat a eu lieu en 1997. Et la définition qu'il donne, il dit c'est l'approche de l'étranger comme le prochain. Hein, le prochain dans le sens des évangiles. Hein, les évangiles, c'est les 4 premiers livres du Nouveau Testament, donc de la Bible. Hein, dans la Bible. Donc c'est le prochain dans le sens des évangiles. Et c'est dans cette optique que se situe la pensée, notamment du pape Jean-Paul II, pape de l'Église catholique à l'époque, sur l'évangile du bon samaritain. Et je cite, il dit « Les clandestins et les réfugiés sont les icônes contemporaines du voyageur détroussé, frappé et abandonné sur le bord de la route de Jéricho. » Pour rappeler cette parabole de Jésus dans les évangiles, et c'est le pape qui cite et qui se saisit de cette parabole du bon samaritain et qui l'applique à la figure de l'étranger aujourd'hui. C'est pourquoi, avec Jean-Marie Cissé, j'adhère aussi à cet appel. Hein, c'est cet appel que Jean-Marie Cissé a lancé à l'époque. Il dit c'est le moment d'aimer avec toute son intelligence. Car à la question le droit de l'étranger jusqu'où s'en superpose une autre. De qui suis-je le prochain? Hein, de qui suis-je le prochain? Pour ceux peut-être qui n'ont pas cet arrière-plan de cette parabole du bon samaritain, Jésus, dans ce récit, hein, dans cet épisode de sa vie, la question du prochain lui est posée. Et on est dans un contexte un peu nationaliste. Hein, à l'époque, dans cette Palestine du Nouveau Testament, du 1er siècle. Et les Juifs qui lui posent la question dans le sens nationaliste. Hein. Pour eux, le prochain, c'est le Juif, le prochain, c'est leur compatriote, c'est leur concitoyen. C'est même pas le métis qui s'appelle Samaritain qui est à la frontière au nord de ce territoire-là. Et Jésus, dans la parabole qu'il leur présente, il leur présente justement ce Samaritain-là qui, lui, a été bon envers quelqu'un qui ne connaissait pas, alors que ceux qui se disaient religieux, justement, ont abandonné cette personne détroussée au bord du chemin. Alors, la question, c'est de dire finalement, si il y a cette valeur universelle que l'être humain a une valeur intrinsèque et que nous laissons tous égaux, peu importe qu'on soit étranger ou natif ou national d'un pays, l'humain qui est en face de moi est mon prochain. Qu'il soit étranger, qu'il soit concitoyen, mais c'est mon prochain. Si c'est vrai que l'humain qui est en face de moi est mon prochain et qu'il vient à moi comme un étranger, jusqu'où je peux accueillir, jusqu'où je peux aimer ce prochain-là. C'est tout l'intérêt de cette discussion, de ce débat-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est cet appel à voir dans l'étranger d'abord un être humain, un homme, une femme, un enfant, à voir en eux des personnes qui sont en quête de quelque chose, comme nous tous d'ailleurs, mais qui, parce qu'ils ne l'ont pas dans un contexte donné, le cherchent dans un autre contexte. Qui de nous est détenteur du contexte de vie où il n'est? Personne. Nous ne choisissons pas toujours où nous naissons, mais nous pouvons faire la démarche d'aspirer à une vie meilleure, et d'autant plus que nous sommes dans un monde global, chacun est en droit, s'il le peut, de se déplacer d'un point A à un point B pour y trouver un mieux-être. Sommes-nous prêts à accueillir cette personne? Peut-être que nous sommes tous prêts à l'accueillir, dans le sens de cet étranger qui vient. Sommes-nous prêts à l'accueillir avec ce qu'il est, avec sa différence, avec sa particularité? Peut-être que là, souvent, on trouve, il y a comme un mur, il y a comme une
une réticence, il y a comme une crainte, il y a comme une peur que l'autre, venant avec sa culture, nous impose sa culture. Et, et parfois, il y a un réflexe aussi de lui dire, OK, tu es venu avec ta culture, tu es gentil, tu la gardes pour toi. Ici, c'est comme ça, on vit comme ça, ici. Et on ne souhaite pas écouter ni entendre l'autre. Et quelqu'un comme Jean-Claude Girondin disait que parfois, dans des sociétés comme les nôtres actuellement, euh, l'effort de vivre dans l'interculturalité, donc l'accueil de l'autre hein, avec sa culture, n'est pas toujours intentionnel. Nos cultures parfois sont superposées. Et quand on sait que déjà chaque nation, notamment la France, je peux le dire, est comme un millefeuille, hein, parce que c'est un ensemble de territoires où il y a des réalités uniformes, bien sûr, les réalités de la République, mais chaque région a sa particularité, et c'est ça qui fait la richesse en plus. Maintenant que c'est une nation, elle est enrichie de toutes ces différences culturelles-là. Et l'autre qui vient à nous dans un monde globalisé, hein, doit-il nous faire peur? Pouvons-nous l'accueillir? Si nous devons l'accueillir, jusqu'où pouvons-nous l'accueillir? Quelles sont les valeurs avec lesquelles il vient qui nous font peur? Parce que souvent, c'est la question de la peur. Et on entend beaucoup ça dans le débat aujourd'hui au niveau du débat public. Et nous, en tant que croyants avec les valeurs que nous tirons de la Bible, c'est une invitation à être attentif à l'étranger. Peu importe le territoire où tu es, que tu sois ici en Occident, que tu sois là-bas en Afrique, que tu sois aux États-Unis, les textes saints, les textes sacrés, donc la Bible dit, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'accueil de l'étranger fait partie des valeurs de la foi. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, se présente beaucoup de fois comme le Dieu de l'étranger, de l'immigré, celui dont l'identité est bafouée, celui qui est en quête d'identité et celui qui est faible et qui a besoin d'être supporté et accompagné. Alors, pour cette thématique de l'étranger, comme je le dis, devant ce drame, en tout cas ce jour-ci, au moment où je mets cette vidéo en ligne, ce drame de ces immigrés qui ont tenté d'aller sur une terre meilleure et qui ont perdu la vie, la question se pose à nouveau à nous, à nos États bien sûr, mais à chacun d'entre nous, et moi le premier. L'étranger, jusqu'où sommes-nous prêts à l'accueillir? C'est une question actuelle et cela vaut la peine non seulement d'y réfléchir, mais aussi d'avoir une vraie pratique, chacun chez nous, chacun sur le territoire là où il vit, et puis peut-être impulser aussi d'autres dynamiques si vous êtes acteur majeur au niveau administratif, au niveau politique, au niveau ecclésial. Il y a peut-être des enjeux là dans lesquels vous êtes déjà engagé, mais qu'il faudrait encore peut-être mûrir dans le sens d'une pratique, d'un accueil, d'un accompagnement. Ça demande parfois. Mais nous sommes tous des étrangers. Finalement, nous devons considérer l'étranger comme notre prochain, et avec cette belle invitation à aimer notre prochain comme nous-mêmes.